Sylvie Clémora, donc professeure de littérature française du XVIIe siècle, spécialiste de littérature de voyage, directrice du CRLV qui a été présenté tout à l'heure, et qui a notamment marqué les histoires de Viatique avec une thèse qui portait sur le genre du récit de voyage, qui a été publiée sous le titre Voguer vers la modernité, et qui interroge le phénomène de circulation générique entre le genre du récit de voyage et les autres genres, le théâtre, le roman, etc. Merci Mathilde. Oui, donc en moins de 20 minutes, je vais essayer. Je voulais revenir sur cette idée de nature, qui est une notion qu'on a déjà évoquée, qui a été l'objet de titres d'ouvrages, mais aussi de titres de numéros de revues. Et je voulais plus spécifiquement l'observer dans les écrits de voyage. La formule écrit de voyage est de Mathilde Morinet, qui avait soutenu sa thèse l'année précédente et qui, face à la difficulté de définir un genre unique, relation, récit, histoire de voyage, avait proposé écrit de voyage. Donc c'est aussi un petit hommage que je lui rends. Je mettrai les guillemets, bien sûr, si on le publie. Et je commencerai donc par cette citation qui fait écho peut-être à ce que Juliette nous faisait découvrir grâce à Belon. « Pauvre mère, qu'as-tu fait qu'on te méprise ainsi ? Les autres éléments nous sont bien souvent contraires. Le feu nous consomme, l'air nous empeste, l'eau nous engloutit. La seule terre est celle qui, venant au monde et mourant, nous reçoit humainement. C'est elle seule qui nous nourrit, qui nous chauffe, qui nous loge, qui nous vêt, qui ne nous est en rien contraire. Et on la vilipende et on se rit de ceux qui la cultivent. » Tels sont donc les mots du voyageur en Nouvelle-France, le Québec aujourd'hui, Marc Lescarbot, dont Mathilde a déjà parlé, apostrophant en 1609 ses lecteurs, en les invitant à reconsidérer la valeur de Mater Nostra, Alma Mater, la terre, à la cultiver dans tous les sens du terme, plutôt qu'à l'exploiter, en y creusant des mines, en l'occurrence, avec déjà peut-être une forme de préconscience ou de conscience écologique. Alors l'éco-critique, on l'a vu, et puis comme c'est la dernière communication un peu de synthétique, est l'application de l'écologie et de concepts écologiques à l'étude de la littérature. C'est la définition de Ruckert en 1978. C'est une discipline apparue aux États-Unis, elle l'avait déjà rappelé au début des années 90, et elle se propose d'analyser des textes dans lesquels la nature, l'environnement, les animaux, le post-humanisme ou l'apocalypse ne sont pas seulement des décors et des prétextes, mais les fondements même du récit et de ses enjeux. Que cette étude soit donc désignée sous le nom d'éco-critique, de Green Studies ou d'éco-poétique, elle se donne pour double objet d'interroger un faire littéraire, le poien, un discours, le logos, et notre maison, oikos, et de sortir l'analyse critique des limites des littératures nationales comme des genres et des disciplines. Et les analyses éco-poétiques répondent donc à des enjeux universels, aussi bien concrets qu'abstraits. Une telle approche critique, transnationale, transdisciplinaire, transmédiatique, peut enrichir l'analyse des récits de voyage en particulier, à la fois en tant que scripteur, mais aussi producteur de monde. Dans le livre fondateur de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, 1680-1715, Paul Hazard montrait l'importance du goût des récits de voyage entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et leur participation à l'ébranlement des certitudes et au bouillonnement des idées, dont l'Europe contemporaine était l'aboutissement par une sorte de nécessité logique. Interroger la crise écologique, c'est-à-dire le principe qui préside au changement du rapport qu'entretient l'homme avec le monde et la nature, c'est tâcher de comprendre comment l'écriture viatique se constitue. Et c'est porté par une telle réflexion que mon projet de recherche, que j'ai intitulé Travel, ça tombait bien, terre en récit, art de voyager, éco-littérature, c'était un peu pensé quand même, étudie les représentations poétiques et critiques de la nature par les récits de voyage. Ce projet montre comment les images, les récits de voyage, qu'ils soient curieux, commerciaux, religieux, exiliques, migrants, etc., modifient notre perception de l'humain et de la nature, expliquent les métamorphoses, les écarts, les glissements dans l'histoire du genre viatique. Mais appréhender la crise comme une rupture historique, épistémologique, esthétique, n'exclut pas de considérer au contraire une logique de continuité dans l'histoire littéraire, conduisant à repenser le monde sans jamais nier le passé. L'idée de nature, donc, a déjà été étudiée depuis longtemps, en 1978 par Bernard Toccan, dans son grand livre « L'idée de nature en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle », qui a suivi celui de Jean Erhardt sur la première moitié du XVIIIe siècle, en 1963, et le numéro de la revue Littérature classique de Christian Bier sur l'idée de nature au XVIIe siècle, et vient d'arriver donc un des derniers numéros de la revue XVIIe siècle qui ouvre à nouveau ce champ d'études.
Mais ces travaux ne prennent pas vraiment en compte la définition mésologique du terme. Ce mot vient juste d'être introduit précédemment, et je vais lui faire aussi un sort. Les sens du mot nature sont en effet riches et pluriels. La nature a, à cette époque, bien des significations. Ce qui s'oppose ou est opposé à la culture et à l'art. Une puissance créatrice, un environnement biophysique inspirant le sentiment du divin. La nature humaine, le caractère sexuel, l'essence, l'évidence, la science expérimentale comme la chimie et l'alchimie, parentes des sciences naturelles, etc. Le chimiste anglais Boyle posait la question en 1686, car qu'y a-t-il de plus confus que les notions ordinaires que l'on se forme de la nature? Quel mot est plus souvent prononcé que celui-là, en plusieurs significations différentes? Bernard Toccan, après avoir listé les 9 sens du dictionnaire de Furetière et les 13 sens du dictionnaire de l'Académie, étudiait en fait 3 grands domaines. Celui de la pensée scientifique et philosophique, celui des discours sur l'homme et celui de l'analyse artistique. Donc le domaine que nous appelons aujourd'hui environnemental, relatif au milieu dans lequel le voyageur se meut, que je propose donc d'envisager aussi avec vous à nouveau frais, ne semble pas envisagé frontalement. Il est vrai d'ailleurs que dans le dictionnaire du XVIIe siècle, le Furetière, l'adjectif naturel n'est jamais utilisé pour désigner la nature, mais il renvoie toujours à la nature humaine et aux passions qui la gouvernent. Pourtant, la langue homérique possède des formes verbales liées à l'idée de naissance ou de croissance, qui s'appliquent à des plantes ou à des productions dont la croissance rappelle celle du végétal. André Pélisset, dans son article « Les débuts de Phusis et la notion de nature », écrit « Le point de départ semble être l'idée ou l'image d'un être vivant, d'une plante surtout, qui croît et se développe spontanément. » Et c'est ce retour vers le discours de la vie, de la biologie, des 4 éléments, et pour le terrestre et l'aquatique, la faune et la flore, que je propose d'amorcer ce retour. J'entendrai donc l'idée de nature au sens de la conception, des représentations viatiques, des milieux, et de la conscience de la relation des voyageurs avec le milieu de vie traversé. La mésologie viatique classique serait ainsi une représentation de la relation au monde. Je rappelle que la mésologie est la science des milieux qui étudie de manière interdisciplinaire et transdisciplinaire la relation des êtres vivants en général ou des êtres humains en particulier avec leur milieu de vie. Alors qu'Isabelle Triviziani-Moreau avait repensé en 2019 les liens entre l'homme et son environnement à travers l'étude des utopies des siècles classiques, et vient de le faire avec les récits de voyage en France dans le numéro spécial de la revue XVIIe siècle, je vous propose d'ouvrir les horizons, comme l'ont fait d'ailleurs tous les intervenants ici avant moi, et d'explorer les écrits viatiques dans le rapport à la nature au XVIIe siècle français, en essayant de savoir si les écrits de voyage, analysés sous l'angle éco-critique de l'Anthropocène, permettent une prise de conscience écologique. Il a souvent été dit et écrit que le XVIIe siècle serait le siècle qui aurait accompli la mise à mort de la nature. Il est souvent considéré comme sonnant le glas de la représentation renaissante du vivant animé, quand la nature ne se réduit plus qu'à un décor de carton-pâte, je cite là Tony Gerhardt. Représentée selon les codes de la Translatio Studii virgilienne, elle serait donc surtout une topique littéraire ou iconographique, reprenant les stéréotypes qu'on a déjà vus, c'était Victoria Kokonova, du locus amoenus, qui vient du genre de la pastorale, qu'on trouve par exemple dans le roman pastoral par excellence, l'Astrée d'Honoré d'Urfé, dans la gravure ici qui accompagne le premier livre, ou ceux du guide Manière de montrer les jardins de Versailles de Louis XIV, avec des décors de ballets africains qui évidemment sont très naturalisés, très versaillais aujourd'hui. On a aussi dans le domaine animalier le cas des rhinocéros, de Lega, voyageurs partis aux Indes orientales, qui montre que la Translatio Studii est également picturale, pas que littéraire. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas que des textes, des architectes, des textes sources pour les translater, mais on le fait aussi avec l'iconographie. La gravure que vous voyez là, qui est dans le récit de voyage de Lega, est clairement une reprise du modèle de Dürer, dupliqué et multiplié, le fameux rhinocéros de Dürer. Alors comment représenter la nature dans les écrits de voyage avant l'avènement des sciences botanistes, zoologiques et mésologiques? La nature est-elle simple secrétaire, étymologiquement dépositaire de secrets, seulement un témoin des rencontres des voyageurs, un symbole fonctionnel au rôle de miroir plus que de fenêtre ouverte sur l'ailleurs? La nature n'est-elle que décor artificiel, ou l'artifice permet-il au décor de faire signe et sens, et à la nature paysagère de réfléchir la nature humaine?
étudier l'évolution du locus archétypal, qu'il soit amoenus ou terribilis, permet-il de découvrir une conscience de la nature comme biotope? Et puis l'histoire de la littérature des voyages évolue-t-elle de la topique au biotope? Est-il possible que le XVIIe siècle permette de montrer le passage de la mort à la vie, de conscience de la nature, dans une pensée, une poétique de la relation du monde? Les écrits de voyage retracent-ils la pensée physiocrate? Que de questions, évidemment, que je n'épuiserai pas dans les 10 minutes qui me restent. On se souvient qu'en 1669, après avoir annoncé que la France périra faute de bois, Colbert avait décidé de réorganiser toute la filière, de la culture du chêne au chantier naval. C'était l'ordonnance de 1669, qui a eu un très très grand impact sur les paysages, au-delà de ce qu'on appelle la futée Colbert, dans les jardineries. Certes, la décision est économique et stratégique, comme l'est d'ailleurs l'appel de l'Escarbot, que je vous ai cité au début, qui vantait l'art de cultiver la terre pour attirer les colons surtout. Mais elle passe aussi par la conscience d'un nécessaire reboisement et d'un soin, le care, dont a parlé Juliette tout à l'heure, du milieu à habiter. Alors, je voulais limiter mon corpus d'études aux Indes orientales et occidentales, avec un détour par le septentrion, voilà, en proposant l'analyse d'une esthétique de la micro-description viatique dans la phase océanique du voyage ultramarin, qui ouvre le champ de réflexion à ce que l'École normale supérieure appelle dans son séminaire la thalassopoétique, et aussi dans la phase terrestre de la structure ternaire du genre, toujours aller, séjour, retour, celle des allées et des séjours donc. L'idée était de voir comment les micro-descriptions des voyageurs sont un moyen de voir et de construire du savoir par le biais d'une forme d'exotisme à rebours, comment se met en place l'éco-poétique du récit de voyage dans des récits de voyage qui ne sont pas encore naturalistes, en examinant leur lien avec l'environnement naturel. Et je voulais donc développer ça en 3 temps. Je voulais d'abord montrer la représentation de la nature dans les récits de voyage à l'époque pré-moderne, montrer comment elle se déploie par une méthode généralement analogique qui aboutit à un regard inversé, c'était le 2e point, et qui en inversant le monde peut, 3e point, penser le lien avec le monde en faisant de la mésologie classique une pensée de la relation. Bon, une minute. Donc, dans les récits de voyage de l'époque prémoderne, la nature semble systématiquement appréhendée en fonction de son exploitation. Ça a déjà été dit, donc ça me permet d'aller plus vite. C'est ce que rappelle Franck Lestringant à propos du récit de voyage de Léry. La faune qu'il décrit est constamment définie par rapport à l'homme en fonction de critères d'utilité. La comestibilité, l'usage domestique, le danger qu'elle représente, ou au contraire son aptitude à l'apprivoisement. Et c'est ce que aussi Victoria Kokonova nous a montré tout à l'heure. Les classifications de la faune et la flore sont organisées comme des valeurs bonnes à manger. On a vu ça aussi dans la citation, je crois, de Belon. Donc, il serait aussi possible d'étudier les modalités de l'expression assez rare de la sensibilité à la nature dans plusieurs récits de voyage qui permettraient en fait de découvrir une sorte d'éthos qu'on pourrait relier peut-être à ce début de prise de conscience. Et dans le cadre du temps qui me reste, je ne cite qu'un seul cas, celui que je connais bien, celui de Jean-François Renard, qui était parti en Scandinavie, appelée alors Laponie, sur laquelle il pose un regard terrifié, à cause de l'extrême diversité et différence. Mais le locus terribilis est transformé poétiquement par le passage de la prose au vers, célébrant, fait encore rare au XVIIe siècle, ça a été souligné tout à l'heure, la beauté des montagnes. Les montagnes qui généralement ne sont pas une topique esthétique. Et cette beauté des montagnes scandinaves réactive son inspiration. Alors, vous voyez le cheminement, ici j'ai mis en caractère gras, rien n'est plus affreux, donc on est là vraiment dans l'idée classique de cette solitude affreuse et de cette horreur du lieu, mais elle ne laisse pas d'avoir un agrément et de plaire autant que les lieux les plus magnifiques. Et puis se met en place ici une poésie qui va ponctuer en fait les différents éléments. Renard reprend ici la topique antique, qu'on retrouve par exemple dans la lettre 42 de Sénèque, du sublime du locus horribilis, en célébrant des grâces nordiques néanmoins nouvelles. Alors, ce poème que selon Calame, on oserait presque qualifier de romantique, je mets bien plein de guillemets, c'est Calame que je cite, tant il mêle le goût de la nature et de la solitude à une certaine horreur sacrée, annonce en effet la beauté des paysages septentrionaux qui seront sublimés par Madame de Staël dans de la littérature. On voit aussi de nombreux intertextes possibles, la solitude et le contemplateur de Saint-Amand, poète baroque,
Le poème, vous le voyez, grâce au caractère gras, célèbre tour à tour le feu, à travers le soleil, la terre et avec les minéraux, les rochers, les végétaux, forêts, chênes verts, l'eau, avec les torrents et les étangs, et leurs animaux aquatiques, canards et poissons, l'air, avec les volatiles, et je vous ai mis un joli chouette lapone, qui est une race particulière à cette région. Et cette concorde des 4 éléments permet aux voyageurs, dit-il, je le cite, de respirer en paix, et à la nature, plus belle que tous les artefacts humains, bâtiments d'or et d'azur, peintures, cite-t-il, d'être, je le cite, sans crainte de la prédation humaine. Renard, en 1681, propose bel et bien déjà une ode écopoétique. L'emploi qui rapproche la nature de l'idée d'origine concerne surtout le mot « naturel », employé comme substantif dans l'expression « les naturels du pays », synonyme d'habitants originaires du pays. Elle est utilisée à propos de peuples que rencontre le voyageur au cours de ses périples. Elle n'est cependant peut-être pas complètement neutre, car elle tend à suggérer que les habitants de ces contrées pourraient bien être plus proches que lui de la nature. Dans le dictionnaire Furetière, naturel se dit aussi de ceux qui habitent dans le pays où ils sont nés. Et il donne cet exemple, dans l'Amérique, les Espagnols ont exterminé tous les naturels du pays. Furetière semble donc prétendre que les naturels qui avaient pourtant le droit pour eux ont été exterminés illégalement. La référence scandaleuse s'adresse évidemment aux Espagnols, en perpétuant la légende noire, et non aux soldats français colonisant les sauvages, entre guillemets, de la Nouvelle-France, les habitants des bois, des forêts. Mais reste qu'il pose ici la loi du premier occupant, qui est aussi un problème de droit naturel moderne, et c'est à ce moment-là, effectivement, concomitamment, qu'apparaît l'école du droit naturel moderne, qui aura aussi des conséquences, évidemment, sur la pensée de l'homme en lien avec la nature. Et finalement, alors que dans les textes utopiques, comme celui par exemple à cette époque-là de Gabriel de Foigny, La Terre australe connue, dans les textes utopiques, c'est un moyen de penser philosophiquement et de critiquer l'Européen, dénaturé. Dans les écrits de voyage, en revanche, il s'agit d'une autre manière de qualifier les dits sauvages, habitants des bois étymologiquement, et de mettre l'accent sur leur manque de civilisation et leur présumée barbarie. Et c'est là le deuxième point, à la vitesse toujours de l'éclair, mais avec pas mal d'images pour vous montrer ce que je voulais vous montrer. Un des rituels, un des topos de l'écrit de voyage, c'est la comparaison de l'inconnu au connu, et qui est encore tout à fait valable quand on voyage aujourd'hui souvent. Et généralement, les voyageurs comparent à des paysages français. Mais qu'en est-il de la nature? La nature de par-deçà est appréhendée essentiellement et avant tout par la comparaison au par-deçà. Cette représentation analogique des singularités naturelles a déjà été beaucoup analysée, surtout dans le récit de Jean de Léry, qui était au programme d'agrégation. Il y a eu plusieurs études. Michel Jeanneret, qui pose la question de l'analogie, Frédéric Tinguely, qui prolonge la réflexion en parlant des vestiges de cette pensée analogique et de mutation épistémologique. Et là, vous avez un exemple, donc, à la fois iconographique des poissons volants, mais aussi de cette figure de l'analogie qui les compare à des animaux terrestres, les alouettes et les étourneaux, au hareng, à la chauve-souris, et qui termine sur l'utilité, ils sont fort bon goût et savoureux à manger. C'est qu'ils décrivent le paysage, la faune, la flore ou les Indiens. Léry ne se prive donc pas de recourir aux stratégies analogiques, et l'excellente introduction au numéro de la revue du XVIIe siècle, la revue XVIIe siècle consacrée aux questions environnementales de Valpilla, qui a déjà été citée, met en avant cette idée d'analogie comme une méthode que l'on peut utiliser à cette époque-là. C'est pareil pour l'ananas aussi. L'ananas est dans une sorte de feu d'artifice des comparants, et des comparés, qui a été analysé aussi par Frédéric Tinguely et par Myriam Marache-Gouraud, invite à une véritable gerbe de 7 comparants. Les glaïeuls, l'aloès, le chardon, le melon, la pomme de pin, l'artichaut, la framboise sont tour à tour convoqués afin de dire les qualités de la plante et de son fruit. Donc la méthode analogique binaire semble donc prédominer en ramenant systématiquement le par-deçà au par-delà. Et cette méthode perdure. On la trouve dans, par exemple, le traité et description des animaux, arbres et fruits des Indes orientales, consacré aux bananes et à l'ananas. Voilà, dans le voyage de Pirard de Laval au XVIIe siècle. On retrouve ceci aussi dans la découverte de cette vache marine, ou cheval marin, hippopotame, qui est relié justement à ce cheval marin tel qu'il avait été décrit par ailleurs. Et donc,
Donc ça, c'est un phénomène évidemment récurrent et très analysé. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'au XVIIe siècle, à contrario de la méthode binaire, émerge parfois la méthode pré-scientifique, ternaire, hein, observation du phénomène, hypothèse explicative, preuve par l'expérience. Méthode ternaire et non plus binaire comme l'analogique. Et par exemple, le gars, je vous ai mis en caractère bleu, finalement cette méthode pré-scientifique, ternaire et non plus binaire, et à propos du même objet d'étude qui est donc le poisson volant. Je n'ai pas le temps évidemment de lire. Vous pouvez voir que dans l'observation du phénomène, il essaye d'être exact, mais il compare quand même à une espèce de chagrin fort rude, c'est-à-dire de requin. Un chagrin, c'est un requin. Puis vient l'hypothèse, tout varie dans la nature. Et preuve par l'expérience en référant aux Allemands, aux Chinois et aux Africains. Et il enchaîne et reduplique ce schéma-là. Observation du phénomène avec l'autopsie hérodotéenne, cette méthode de la vue par soi-même. Puis ensuite l'hypothèse, j'ai quelques opinions, puis preuve par l'expérience, il est difficile d'en observer la véritable forme. Ce changement de méthode sur un même élément de la nature qui fait passer du mode binaire au mode ternaire, en prenant compte l'observation et en ne la réduisant pas à une thèse immédiatement, montre l'évolution de cette révolution scientifique du XVIe au XVIIe siècle qui a été étudiée par Philippe Descola dans Par de la nature et culture, ou même avant par Friedrich Wolfzettel dans son chapitre du discours du voyageur sur le XVIIe siècle qu'il qualifie par un discours de l'ordre. C'est le passage de la méthode analogique binaire qui, avec son effet de miroir ou de boomerang, fait revenir la nature exotique à la nature du lieu d'origine, vers la méthode pré-scientifique ternaire qui ouvre la conscience, me semble-t-il, du voyageur au milieu étranger et nouveau pour lui. La nature, donc, c'est le troisième et dernier point, telle une source à penser, invite donc à penser le lien avec le monde en faisant de la mésologie classique une pensée de la relation. Les objets naturels observés et relatés sont souvent à la fois une source de pensée et une source à penser. Si on reprend notre poisson volant, dont la description découle d'un principe de renversement inscrit dans l'ordre naturel, ce monde renversé n'est plus alors à inventer mais à découvrir. Le motif zoologique du poisson volant prête toujours dans la littérature viatique à des développements allégoriques. Il est l'emblème moral de l'humaine cognition. Beaucoup l'ont étudié aussi déjà, hein, Franck Lestingan dans ses notes, dans son édition sur les riz, mais aussi on le trouve avec François Lega ou Robert Schall. C'est un lieu commun qu'on retrouve aussi dans le dictionnaire philosophique de Voltaire ou dans le voyage à l'île de France de Bernardin de Saint-Pierre. Donc je vous laisse les citations. Vous voyez, symbole d'une perpétuelle frayeur, image de la vie humaine, où l'on est en perpétuel danger, où le faible est ordinairement la victime du fort. La fragilité de la condition humaine entre deux, jamais dans son assiette, c'est-à-dire son équilibre, toujours entre deux éléments. Et finalement, la nature devient donc, est source d'allégorie. Pour Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, le melon, dans ses études de la nature, fait pour être partagé en famille, selon la croix prédestinée en son fait, de la même que la banane, qui présente le dessin d'une croix, lorsqu'elle est coupée en son milieu, semble marquée par le divin. D'objet décrit, la nature devient donc source du discours de la pensée, à la manière d'un dispositif, en fait, idéologique passionnant à analyser, surtout lorsque celui-ci soumet l'idée de la nature humaine à celle de la nature terrestre, liant la race à celle des climats. Mais ça, on vient de le faire. Donc, il y aurait là une étude beaucoup plus vaste à mener, avec de très nombreux textes de voyage ultramarins et lointains, pas simplement français. Passer de l'idée de nature mésologique à celle de nature humaine serait en fait l'étape suivante dans la réflexion à venir. Le déterminisme environnemental, la place du climat dans la construction de l'identité, comme cela vient d'être montré, sera aussi le sujet du colloque Earth 16-18. Ce qui me semble intéressant pour finir, c'est cette anthropomorphisation de la faune qui permet en fait de se voir dans la nature et ainsi passer de sa réification à sa subjectivisation. C'est parce qu'il y a anthropomorphisation que la nature est visible et entre dans la conscience humaine. L'anthropomorphisation des figures familières et animalières sur les gravures accompagnant le texte de Lega, comme ici le serpent ou la dite saphir, sont aussi emblématiques d'un procédé qui est perceptible jusque, voici la saphir, jusque dans les planches de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert au siècle suivant. J'adore ces figures de requins ou de raies. Et cette anthropomorphisation interroge les limites entre les habitants du même milieu, tout en posant la question de la place paradoxale de l'anthropomorphisation dans la prise de conscience de la nature par l'être humain.
anthropomorphiser revient à ce que l'être humain se voit dans la nature et conséquemment en fasse un sujet. Mais ce serait un autre sujet aussi à étudier au XVIIIe siècle. Anne-Gaëlle Weber en montre déjà très bien les prémices. Et si on reprend, si on essaye de poser sur le XVIIe siècle les profils de l'éthique de la nature de Gerhard Hess, comme l'anthropocentrisme moral, qui ressort d'une éthique naturaliste non extensionniste, aussi bien dans sa perspective cognitive que pragmatique, on peut voir que le cadre de pensée est naturaliste et ne s'affranchit pas encore du dualisme ontologique dont on parlait tout à l'heure, avec Descartes, entre l'homme et la nature. Même sous forme de miroir, le dualisme persiste. Je vais conclure. Les études critiques sur les écrits de voyage du XVIe siècle sont beaucoup plus nombreuses, en fait, déjà à avoir analysé la place de la nature. Estringant Tinguely, Myriam Marach-Gouraud, Vincent Mas, Daniel Duport et d'autres. Mais ils ont bien réussi ainsi à faire avancer la recherche sur le sujet. Les analyses restent encore à développer pour le XVIIe siècle. Et pourtant, comme l'écrit excellemment Thierry Roger dans son argumentaire de la journée d'études Fleuve et flux, approche haute critique et éco-critique, si l'on considère que le désastre bioclimatique en cours, sur le plan de l'histoire culturelle, trouve en partie ses origines dans un processus de chosification du non-humain, d'instauration d'un rapport d'extériorité entre l'homme et qui a une non-nature, l'anthropologue Philippe Descola appelle naturalisme une telle ontologie, majoritairement née avec la révolution scientifique du XVIIe siècle, les domaines du sens et du sensible se voient investis d'un rôle capital à jouer dans ce que l'écrivain et juriste Camille de Toledo appelle une réanimation du monde, au double sens médical et animiste du terme. Donc enquêter de manière généalogique sur ce processus de réification de la nature revient à enquêter sur les moments de sensibilité à la nature dans des écrits de voyage au XVIIe siècle qui constituent une nouvelle perspective et une nouvelle construction écopoétique capable d'entraîner une réflexion écocritique à la manière de Lescarbot ou de Renard. La mésologie classique, et je finis, semble ainsi se fonder sur la réorientation d'une double translatio studii, c'est-à-dire que la nature est décrite en fonction d'un héritage littéraire classique et antique et en fonction d'un héritage viatique plus contemporain, qui ressortissent tous deux d'une bibliothèque des voyageurs, permettant la conception d'une idée intertextuelle de la nature. Et c'est un exercice de style qui procède à cette réification de la nature, objet idéal et non ancré dans le réel, concept plus que conscience écologique a priori. Mais, dans ce vaste ensemble, des idées de nature plus concrètes émergent aussi, comme nous le montrent donc Lescarbot et Renard, ou même Le Gars, même si elles sont plus utilitaristes qu'éthiques. Sauver la terre pour sauver l'homme en le nourrissant, c'est Lescarbot. Reboiser pour utiliser le bois, c'est Colbert. Entretenir le calme des bois pour apaiser le moi, c'est Renard. Il s'agirait finalement de réfléchir à une casuistique mésologique de la nature au XVIIe siècle, qui va de la nature décor à la nature personnage, voire à la nature sujet, dans une enquête généalogique comparée sur le processus dialectique en fait, de réification et de réanimation, utile aux biotopes car utile aux voyageurs, et plus généralement évidemment aux êtres humains dont il fait partie. Merci de votre attention, je n'ai pas réussi à faire couper. Je vous laisse filer et si vous avez des questions, je suis là.